Mercredi matin, 8h43, la porte d'embarquement, E22 bourdonnait du chaos habituel. Des hommes d'affaires le nez rivé à leur téléphone, des familles courant vers leur correspondance, l'interphone déversant une suite monotone d'annonces de départ. Personne ne remarqua le berger allemand avant qu'il ne s'arrête net, comme figé par une force invisible. Rex avait patrouillé ces terminaux pendant 11 ans. Il avait détecté de la drogue, des explosifs, toutes sortes de marchandises illégales. Mais à cet instant, tout son corps devint rigide. Son pelage noir se hérissa, ses yeux fixèrent un point précis. Et puis vint ce son, un hurlement si primal, si rempli d'une angoisse presque surnaturelle qu'il sembla lui déchirer l'âme. Les passagers s'écartèrent, certains poussant des cris de panique. Un enfant éclata en sanglots, du café éclaboussa le sol brillant. Rex bondit soudain vers une valise navy bleue, abandonnée près d'une poubelle, son corps puissant tremblant sous la tension. Ce qui glaça le sang de l'officière Lydia Parker, c'est qu'elle vit des larmes. Oui, de véritables larmes coulaient sur la gueule grisonnante du chien. Les bergers allemands ne pleurent pas. En 12 ans de partenariat, elle ne l'avait jamais vu pleurer. D'une main tremblante, elle attrapa sa radio. Toutes les unités à la porte E22, immédiatement. Laissez un j'aime si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez en ce moment. Et maintenant, reprenons l'histoire. Lydia Parker avait appris à lire Rex comme un livre ouvert. Chaque mouvement de ses oreilles, chaque infime changement de posture racontait une histoire. À 42 ans, ses cheveux châtains filaient déjà d'argent et ses rides autour des yeux témoignaient d'années meilleures. Depuis son divorce, elle avait passé plus d'heures avec ce chien qu'avec n'importe quel autre être humain. Il n'était pas seulement son partenaire. Il était devenu sa constante dans une vie faite de trop de pertes. Rex avait désormais 11 ans, ce qui faisait de lui un vieillard parmi les chiens de service. Son pelage noir était tacheté de gris, surtout autour du museau. L'arthrose avait volé la souplesse de ses bonds et Lydia l'avait surpris à grimacer les matins froids. Le département avait déjà signé ses papiers de retraite, effectifs dans un mois. 30 jours, c'était tout ce qui lui restait à faire de ce qu'il aimait. Protéger, servir, se sentir utile. Elle avait bien tenté de s'y opposer, de faire valoir ses excellents rapports vétérinaires, de souligner son taux de détection hors norme. Mais le règlement, c'était le règlement. Elle avait déjà commencé à chercher une rampe pour son SUV, un coussin orthopédique, des compléments alimentaires pour adoucir sa transition vers la vie civile. Pourtant, rien que d'imaginer Rex passer ses journées à regarder la circulation depuis la fenêtre du salon lui serrait la poitrine. Ce matin-là avait pourtant commencé comme n'importe quel autre. Le réveil avait sonné à 5 heures, Rex l'attendait déjà, assis à côté de sa laisse, la queue frétillant malgré la raideur de ses pattes. Ils avaient pris la route vers l'aéroport de Houston Brazos. La radio parlait d'une fermeture imminente du gouvernement. Café noir pris dans la salle de repos pour Lydia, rien pour Rex, bien que ses yeux suppliants le trahissaient toujours. Leur secteur, c'était le terminal E, celui des vols internationaux, plus risqué, plus exigeant. Les protocoles sanitaires post-pandémie avaient transformé la sécurité des aéroports en véritable labyrinthe administratif. 3 appels déjà ce matin-là, un ordinateur portable oublié, rendu à son propriétaire reconnaissant, une boîte suspecte qui s'était avérée être des cadeaux d'anniversaire pour un enfant, une valise positive aux résidus de stupéfiants, mais finalement autorisée, la prescription étant en règle. Rex avait tout traité avec ce mélange d'efficacité et de calme professionnel qui le caractérisait. Même à 11 ans, même avec des articulations douloureuses, il restait meilleur que des chiens 2 fois plus jeunes. Certains de ses collègues murmuraient que Rex avait quelque chose en plus, une intuition qui dépassait l'entraînement. Lydia avait ri de ça. Les chiens n'étaient pas médiums, seulement terriblement doués. Mais elle ne pouvait pas nier le lien qui les unissait. Certains partenariats allaient bien au-delà de la simple mission. Quand sa fille, Madison, avait disparu il y a 15 ans, envolée un matin sans un mot, sans trace, c'est Rex, alors tout juste formé, qui était resté à ses côtés. C'est lui qui l'avait soutenu durant les faux espoirs, les nuits à sangloter jusqu'à ne plus avoir de larmes. Il savait déjà lire en elle aussi bien qu'elle savait lire en lui. Et maintenant, le voir trembler devant cette valise, avec des larmes traçant des sillons sombres sur son museau, réveillait en elle une peur presque animale. Parce que ce n'était pas une détection ordinaire, c'était de la reconnaissance, de la douleur, c'était personnel. L'escouade anti-bombe arriva en moins de 5 minutes, un record pour une intervention aéroportuaire.
Lydia gardait Rex en laisse, mais il ne bougeait plus, comme fixé par une boussole intérieure qui pointait vers la valise. Tout autour, le terminal E ressemblait à une scène de crime. Des bandes jaunes balisaient la porte E22, tandis que des agents détournaient les passagers confus vers d'autres portes. Le soleil matinal filtrait à travers les baies vitrées, projetant des ombres immenses dans la zone d'évacuation. « Négatif pour les explosifs », annonça le sergent-chef Alvarez après avoir passé ses instruments sur la valise Navy. « Aucune trace chimique, aucun fil, aucun déclencheur. » Il regarda Rex, toujours prostré. « Qu'est-ce qu'il a, ce chien ?» Lydia secoua la tête. En 12 ans, elle l'avait vu alerter surtout de la cocaïne au C4. Mais ça, c'était autre chose. Le regard qu'il posait sur cette valise était le même qu'il avait eu lorsqu'elle l'avait laissé entrer, pour la première fois, dans la chambre vide de Madison après sa disparition. « Ouvrez-la » ordonna-t-elle. Alvarez hésita. Le protocole voulait qu'on attende l'équipe Hazmat, qu'on multiplie les tests, qu'on documente tout. Mais dans la voix de Lydia, ou peut-être dans la plainte déchirante de Rex, il y avait quelque chose qui le convainquit. Il baissa la fermeture éclair. La valise s'ouvrit comme une plaie béante. Et là, blottie dans des vêtements parfumés à l'assouplissant, il y avait une petite fille. 2 ou 3 ans, à peine, inconsciente, mais respirant faiblement. Des boucles brunes plaquées sur son front humide, un pyjama rose avec des licornes, dans son poing fermé, une photo froissée à force d'être tenue, à son poignet, un bracelet d'hôpital. Bébé numéro 3. Lydia sentit le sang quitter son visage. Bébé numéro 3. Il y en avait eu d'autres. Médecin, hurla Alvarez, rompu par l'urgence. Médic maintenant. Rex se libéra brusquement de la poigne de Lydia. Avant que quiconque ne puisse le retenir, il s'approcha de la valise, sa grosse tête se penchant avec une infinie douceur vers la petite fille. Sa langue rose et précautionneuse commença à nettoyer son visage souillé. La petite remua, ses paupières papillonnant, et Rex gémit profondément. Pas le gémissement d'alerte d'un chien de travail, mais un son ancien, maternel. Lydia avait déjà vu Rex réconforter des victimes. C'était même une partie de sa formation. Mais jamais elle ne l'avait vu pleurer ainsi. De grosses larmes continuant à glisser sur ses joues noircies de gris alors qu'il prenait soin de l'enfant avec une tendresse qui lui brisa le cœur. Les ambulanciers arrivèrent en trombe, leurs gestes précis, leur voix calme malgré l'urgence. La petite fut rapidement soulevée, installée sur une civière, branchée à des tubes, enveloppée dans une couverture thermique. Lydia, toujours agenouillée près de Rex, aperçut ce qu'il avait senti en premier. Sur les bras minuscules de la fillette, des ecchymoses anciennes et nouvelles, certaines encore violacées, d'autres virant au jaune-vert. À l'intérieur du couvercle de la valise, des marques de griffures, des traces de sang sous ses ongles minuscules. Elle avait essayé de sortir. Lydia appela une voix grave derrière elle. C'était le capitaine Frank Howard, son supérieur, 20 ans plus âgé, large d'épaules, un visage buriné par les années et les responsabilités. Il avait été son mentor, son soutien quand Madison avait disparu et l'homme qui avait défendu son retour au travail alors qu'elle n'y croyait plus. En voyant son expression, Lydia sentit son estomac se nouer. « On doit parler », dit-il simplement. Howard la guida à l'écart, mais Rex refusa de les suivre. Il resta aux côtés de la petite fille, sa silhouette massive avançant à chaque pas des ambulanciers comme un soldat veillant sur un général blessé. Quand ils atteignirent l'ambulance, Lydia appela « Laissez-le aller avec elle ». Les ambulanciers échangèrent un regard avec Howard qui acquiesça. Transport au centre pédiatrique Baylor, avec l'unité canine. Quand ils fermèrent les portes, Lydia remarqua la queue de Rex, d'ordinaire si fier en mode travail, tombant entre ses pattes arrière. Tout dans son langage corporel hurlait la douleur, pas la victoire. Il avait trouvé oui, mais il savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que ce n'était ni la première, ni la pire fois. Howard l'entraîna dans un couloir plus calme. Par la fenêtre, elle vit l'ambulance disparaître dans le trafic du matin, emportant son partenaire et la petite vers on ne savait quoi. « Il y a 3 mois, commença Howard sans détour. Les bagagistes ont trouvé une valise non étiquetée à la porte C18. Rex a alerté, mais quand on l'a ouverte, juste des vêtements et des produits de toilette, jamais réclamés. Il sortit son téléphone, lui montra un rapport. 6 semaines plus tard, Terminal D, même chose, Rex a complètement paniqué. À l'intérieur, rien d'illégal. Lydia sentit son cœur battre plus fort. Il n'a jamais donné de faux positifs. « Je sais », dit Howard, la voix grave. « Et ça continue. Il y a 2 semaines,
Une femme de ménage a trouvé un petit sac rose dans les toilettes familiales du terminal B. Rex n'était pas de service ce jour-là. Il fit défiler vers un autre rapport. Regarde ce qu'il y avait dedans, vêtements d'enfant, couches, du lait en poudre, un petit éléphant en peluche si usé qu'on voyait la bourre. Lydia sentit ses genoux faiblir. Madison avait un éléphant comme ça. Elle l'appelait Peanut. Ne le lâchez jamais. Howard poursuivit implacable. On est en train de récupérer toutes les images de vidéosurveillance. Lydia, je crois que Rex essaie de nous dire quelque chose depuis des mois, et qu'on ne l'écoutait pas. Son téléphone vibra dans sa poche, numéro inconnu, indicatif du Wyoming. Elle faillit ignorer, mais quelque chose la força à décrocher. Est-ce qu'elle va bien? La voix d'une femme brisée, paniquée. Ma petite fille, s'il vous plaît. Quelqu'un m'a dit, Madame, qui êtes-vous? Shelby Adams. Ma fille, Emily, elle a disparu il y a 6 mois. On m'a appelé pour dire, elle a des cheveux bruns, 2 ans, pyjama rose, avec des licornes. La femme éclata en sanglots. Elle est vivante? Dites-moi juste qu'elle est vivante. Lydia ferma les yeux. 6 mois. Une mère qui cherchait encore pendant que sa petite voyageait comme un colis à travers le pays. Elle est vivante? Murmura-t-elle. Transportée au centre pédiatrique Baylor. Écoutez-moi bien. Vous avez des papiers? Photos, questions, marques, dossiers médicaux? J'ai tout. Tout. Je n'ai jamais arrêté. On m'a dit qu'elle était sûrement morte, mais je savais. Une mère sait. La voix craqua encore. Je suis à Cheyenne, il y a un vol dans 2 heures. Prenez-le, dit Lydia. Demandez le capitaine Howard en arrivant. On vous attendra. Elle raccrocha et croisa le regard d'Howard. Il la regardait comme un homme qui savait ce qu'elle pensait. Il y a autre chose, dit-il doucement. J'ai fait remonter tous les incidents avec la signature de Rex. Lydia, sur les 3 dernières années, on en compte 17. 17 bagages abandonnés, 17 fois des chiens ont eu des comportements bizarres, aucun danger identifié. 17. Elle reçut le nombre comme un coup de poing. Où sont ces sacs maintenant? En salle d'épreuve pour la plupart. Certains ont été détruits après délai. Howard serra la mâchoire. On a tous merdé. À travers la vitre, elle aperçut l'ambulance tourner au coin de la rue, emportant Rex et la petite Emily vers ceux qui les attendaient. Son partenaire essayait de lui dire quelque chose depuis 3 ans. Elle avait cru qu'il se trompait, qu'il perdait la tête. Mais elle pensa à ses larmes, à la façon dont il avait nettoyé le visage de la fillette avec une tendresse désespérée. Il se souvenait. Il avait mémorisé cette odeur, cette peur, cette détresse, et il n'avait jamais cessé de chercher. « Je veux toutes les vidéos, tous les rapports, toutes les notes de ces 17 incidents, » dit Lydia, la voix tranchante, « et sors-moi tous les dossiers vétérinaires de Rex. »« Tous? Tous. Pourquoi ces dossiers médicaux ?» demanda Howard. Elle se rappela de la chute, 3 ans plus tôt, quand il avait poursuivi un suspect à travers un chantier. Le vétérinaire avait dit qu'il s'en remettrait, mais elle avait remarqué qu'il boitait parfois, qu'il s'arrêtait en pleine course comme s'il se souvenait d'une douleur. Et si quelque chose dans cette blessure avait modifié ses perceptions, s'il sentait quelque chose que les autres ne pouvaient pas. « Tu crois qu'il sent la détresse humaine ?» Ça paraissait fou, dit à voix haute, mais elle pensait à ses larmes, à Emily, aux 17 bagages. « Je crois qu'il sent les enfants brisés, murmura-t-elle, et qu'il essaye de nous les rendre depuis des années. » Le centre pédiatrique Baylor s'étendait sur 3 blocs, avec ses murs peints de fresques joyeuses et ses couloirs pleins de ballons colorés. Mais derrière ces couleurs, on devinait la gravité des histoires qu'il abritait. Lydia arriva au service des urgences pour enfants, son badge encore autour du cou, le souffle court. On la dirigea vers la salle 3. Elle entra sur la pointe des pieds. Rex était allongé par terre, juste à côté du lit d'Emily. Sa tête reposait sur ses pattes, ses yeux fixés sur la petite, immobile, comme s'il surveillait son sommeil. Cela faisait 3 heures qu'il n'avait pas bougé. Emily, elle, avait les yeux ouverts maintenant. Des fils et des moniteurs dessinaient un réseau autour d'elle, mais sa main s'était déjà glissée dans le pelage de Rex. Elle ne disait rien, pas un mot. Mais elle ne lâchait pas sa fourrure, comme si c'était la seule chose solide dans son monde. Une docteure s'approcha. « Elle refuse qu'on le déplace », souffla-t-elle à Lydia. « À chaque fois qu'on essaie de l'éloigner, c'est Constance s'y s'emballe. Alors, on le laisse. » Lydia regarda la fillette. Sous les bleus, elle distinguait ses traits fins, ses longs cils, le petit creux dans son menton. Elle était magnifique, une enfant qui devrait apprendre ses couleurs, chanter des comptines, pas s'accrocher à un chien policier comme à une bouée de sauvetage. Lydia inspira profondément. Sa mère arrive dans quelques heures, on fera les tests ADN tout de suite. La docteure hocha la tête mais son visage se ferma.
Je dois vous prévenir, la petite ne réagit pas à l'évocation du nom de sa mère. C'est fréquent dans ces situations. Mais il est aussi possible que cette femme ne soit pas vraiment sa mère. Lydia avait déjà vu ça. Des parents désespérés, prêts à revendiquer n'importe quel enfant pour combler le vide. La souffrance leur brouillait la raison. Elle allait devoir être vigilante. Son téléphone vibra. Howard. « On a quelque chose ?» dit-il d'une voix tendue. « Salle de réunion 2, maintenant ?» Elle jeta un dernier regard à Rex, qui leva brièvement la tête. Ses yeux fatigués semblaient lui dire de partir, de continuer le travail. Elle lui caressa la joue. « Reste avec elle, vieux garçon, je reviens. » Sa queue battit faiblement. Message reçu. Dans la salle de réunion, l'atmosphère était électrique. Des agents fédéraux, des policiers locaux, des experts en cybersécurité étaient rassemblés autour d'un écran. Des images de surveillance défilaient. 17 incidents sur 3 ans. Une carte des États-Unis s'afficha avec des points rouges. Houston, Denver, Chicago, Miami, des lignes reliaient les villes comme une toile d'araignée. Quelqu'un utilise les lignes aériennes pour faire passer des cargaisons, expliqua une agente aux cheveux tirés en chignon. Pas de la drogue, pas des armes. Elle fixa Lydia droit dans les yeux. Des enfants. Le cœur de Lydia rata un battement. La salle se remplit de murmures, des questions, des hypothèses, mais elle regardait un point en particulier. Une ligne reliant Houston à Billings, datée du jour de la disparition d'Emily. Officière Parker, lança l'agente. Le flair de votre chien vient peut-être d'éclairer toute une filière. On a besoin de savoir ce qui rendait ce matin différent des autres. Lydia pensa aux larmes de Rex, à sa façon de gémir, presque suppliante. « Je ne sais pas » commença-t-elle, puis elle s'interrompit. « Attendez. » Remontez les images de la porte E entre 7h30 et 7h45. L'opérateur obéit. Plusieurs angles s'affichèrent à l'écran. Des passants, des valises, le flot habituel. Puis Lydia tendit le doigt. Là, en haut à gauche, zoomé. L'image se stabilisa. Une vieille femme aux cheveux argentés, élégante, traînant un petit bagage à main. Elle portait une broche émeraude brillante sur le revers de son manteau. Rex, sur la vidéo, avait tourné la tête pour la suivre. Ses muscles s'étaient tendus brièvement, avant que Lydia ne le ramène à la routine. L'agente claqua des doigts. Reconnaissance faciale maintenant. Quelques secondes plus tard, l'opérateur blêmit. Identifié. Docteur Margaret Lawrence. Psychologue pour enfants. Fondatrice de la fondation Wings of Hope pour enfants disparus. Il marqua une pause. Accrédité au niveau national pour le soutien aux victimes dans 15 aéroports. La salle devint silencieuse. Lydia sentit la sueur froide couler dans son dos. Elle connaissait ce nom et ce visage. Après la disparition de Madison, le département l'avait obligée à consulter. C'était Margaret Lawrence qui l'avait écoutée, encouragée à reprendre le travail, qui lui avait même écrit une recommandation. Elle serra les poings. À travers la vitre, elle voyait Rex toujours couché à côté d'Emily. Ses oreilles frémissaient comme s'il savait qu'elle avait enfin compris. La pièce resta figée dans un silence glacé. Et Lydia sut que le pire restait à venir. Le centre de détention fédéral ressemblait à une forteresse de béton, gris et sans âme. Lydia traversa les couloirs en silence, escortée par un agent. Sa main se crispait sur son badge comme pour se convaincre qu'elle avait encore le contrôle. Mais la sueur froide qui perlait sous son col lui disait le contraire. En franchissant la porte de la salle d'interrogatoire, elle se força à respirer. Dr Margaret Lawrence était assise au bout de la table, parfaitement droite, les mains croisées devant elle. Son tailleur bleu impeccable, ses cheveux argentés, tirés en chignon, la broche émeraude encore accrochée à sa veste, on aurait dit une grand-mère prête pour un gala de charité. Mais quand elle leva les yeux, il n'y avait aucune chaleur dans son regard. « Lydia, dit-elle avec un sourire doux, vous êtes en forme. Comment va votre chien? Toujours aussi tenace, je suppose. » Lydia s'assit face à elle, sentant son estomac se nouer. « Ne jouez pas à ça avec moi, vous avez dit que vous vouliez parler. Alors parlez !» Margaret inclina la tête, comme si elle avait gagné la première manche d'un jeu qu'elle seule comprenait. « Je tenais à vous voir personnellement, » commença-t-elle. « Vous êtes la preuve vivante que la douleur forge les plus beaux sauveurs. » Son sourire vacilla juste un instant, remplacé par quelque chose de plus dur. « Vous faites des cauchemars toujours ? Ceux où vous entendez votre fille vous appeler, mais où vous ne la trouvez jamais. » Lydia sentit ses ongles s'enfoncer dans ses paumes. Ne mêlez pas Madison à ça. Margaret eut un petit rire sans joie. Madison, une enfant magnifique, mais si vulnérable. Vous savez, votre ex-mari m'a consulté quelques mois avant la disparition.
Il était inquiet, à juste titre. Lydia sentit son sang se figer. Derek, elle serra les dents. Vous mentez. Margaret glissa un mince dossier sur la table. Ses signatures, ses observations, il voulait la garde exclusive. Il pensait que votre travail, vos horaires, mettaient Madison en danger. Lydia ouvrit le dossier, son cœur battant à ses tempes. Et là, noir sur blanc, les notes de Margaret retraçaient ses pires craintes. Mère dépassée, instabilité émotionnelle, enfant surchargé de responsabilités. Elle ferma le dossier brutalement. « Vous avez kidnappé ma fille !» Margaret pencha la tête, ses yeux étincelants. « J'ai sauvé votre fille !» Comme tant d'autres avant elle. Elle inspira profondément, retrouvant son ton détaché. Depuis 22 ans, j'identifie les enfants en détresse. J'évalue les familles. Je prends les décisions que personne n'ose prendre. Et je leur offre des vies qu'ils n'auraient jamais connues. Lydia sentit ses mains trembler. « Vous les vendez, comme des marchandises. » Margaret eut un éclat de rire bref. « Oh non, pas moi. Je ne fais que les placer là où ils devraient être. Ce sont les familles qui financent les adoptions privées, qui couvrent les frais médicaux, les avocats. Elles croient toutes à la légalité. Et elles offrent à ces enfants stabilité, amour, avenir. » Lydia pensa à Emily, recroquevillée dans une valise, griffant le tissu pour essayer de sortir. Emily Adams a failli mourir étouffée. Le masque de Margaret se fissura, juste un instant. Ça n'aurait jamais dû arriver. L'employé qui l'a transportée avait désobéi au protocole. Je lui avais donné des instructions précises. Une erreur, c'est tout. La rage monta dans la gorge de Lydia. Une erreur, elle est traumatisée à vie. Margaret se pencha vers elle, mais son regard froid et implacable. « Dites-moi, Lydia, si vous pouviez revenir en arrière et offrir à Madison une vie parfaite, plus sûre, plus douce, est-ce que vous l'auriez fait ?» La question la frappa en plein cœur. Dans ses pires nuits, elle s'était demandé si Madison était partie à cause d'elle, si elle avait échoué. Margaret reprit, implacable, « J'ai relocalisé 243 enfants en 22 ans. Sur ces 243, plus de la moitié ont poursuivi des études supérieures. Une quarantaine sont devenus médecins, enseignants, ingénieurs, 3 sièges dans des instances que le public. Comparez ça aux statistiques des foyers où je les ai trouvés. Je n'enlève pas ces enfants, je les sauve. » Lydia se leva brusquement, les mains tremblantes. « Où est Madison ?» Margaret se détendit dans sa chaise, comme si elle avait attendu cette question depuis le début. « Montréal », dit-elle doucement. Elle vit avec le couple Whitmore. Tous 2 chirurgiens, elle s'appelle maintenant Rachel. Elle est en 2e année de médecine. Elle aide dans un refuge pour adolescents en détresse, toujours à sauver les autres, comme sa mère. Le monde sembla basculer autour de Lydia. 15 ans. 15 ans à chercher chaque visage d'enfant dans la rue, à tendre l'oreille au moindre nom. Et tout ce temps, sa fille vivait une vie dont elle avait été effacée. Margaret ajouta, presque tendrement, « Elle pense que vous êtes morte. Une voiture, rapide, indolore. Elle a fait son deuil, elle a avancé. » Lydia ferma les yeux, incapable de parler. Margaret continua sa voix redevenue froide. « Ces familles n'ont jamais rien su. Elles ont payé des avocats, des agences, des faux certificats d'adoption. Elles ont cru faire les choses correctement. Si vous les poursuivez, ce sont ces enfants que vous punirez. Et je ne laisserai pas ça arriver. » La porte s'ouvrit. Howard entra avec son téléphone. « Lydia, l'hôpital, c'est Rex. Ils disent que tu dois venir, tout de suite. » Lydia se tourna vers Margaret, qui la regardait avec un petit sourire. « Bon courage. » Mais dans son regard, elle vit autre chose, comme une pointe d'amusement cruel. Elle quitta la salle, le cœur au bord des lèvres. Elle avait enfin un nom, un endroit. Montréal, Madison. Mais son chien avait peut-être sacrifié sa vie pour la lui rendre. Lydia franchit les portes du centre vétérinaire en courant, ses bottes claquant contre le carrelage. Une infirmière la reconnut immédiatement et lui fit signe de suivre. « Il est en préopératoire, mais son état s'est stabilisé », assura-t-elle d'une voix douce, sans cacher la gravité dans son regard. Lydia entra dans la salle blanche où Rex reposait, branché à des machines qui bipaient lentement. Son pelage avait été rasé sur son flanc gauche, laissant apparaître un large pansement taché de sang. Elle s'agenouilla près de lui, posant sa main sur sa tête. Ses yeux fatigués s'ouvrirent légèrement et trouvèrent les siens. Sa queue bougea à peine, mais elle le sentit. Ce minuscule battement, ce signal, « Je suis encore là, pour toi ». Elle sentit ses larmes monter. « Tiens bon, mon vieux, je ne peux pas te perdre maintenant. Tu m'entends ? Tu m'as trouvé Madison, tu m'as ramené ma fille.
et je jure que je vais continuer ton combat. » Sa voix se brisa, mais elle ne détourna pas les yeux. « Mais pas sans toi !» Dans le couloir, elle retrouva le vétérinaire en chef, Dr Garrison, un homme massif à la barbe blanche. Il la regarda longuement avant de parler. La balle a frôlé son cœur et perforé l'artère pulmonaire. Nous avons réussi à stabiliser le saignement, mais son âge et son état général jouent contre lui. Il inspira profondément. On peut tenter une deuxième opération pour réparer les dommages internes, mais c'est risqué, très risqué. Lydia croisa les bras, comme pour se protéger de ses propres doutes. Quelles sont ses chances ? 30%. Elle hocha la tête. Faites-le. Tout ce qu'il faudra. Alors que l'équipe le préparait, Lydia sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle décrocha sans réfléchir. « Madame Parker ?» La voix était grave, masculine. « Ici agent Collins, FBI. On vient de repérer David Chen. » Lydia se raidit. « Où ?»« Dans un entrepôt au sud de Houston. On pense qu'il prépare un nouveau transfert. Il détient encore au moins 3 enfants. 2 garçons, 1 fille. On se déploie. Mais on voulait vous prévenir. » Lydia ferma les yeux. Chen. Elle revoyait son visage, cet air confiant, quand il avait prétendu être le père d'Emily, la façon dont il avait reculé dès que Rex avait senti la vérité. Il avait failli repartir avec elle, il avait failli les tromper tous. Elle inspira profondément. « Je viens. » Collins hésita. « Madame Parker, vous n'avez pas juridiction et votre partenaire... »« Je viens, » répéta-t-elle, et elle raccrocha. Elle retourna dans la salle où Rex reposait, déjà endormi sous les sédatifs, et posa sa main contre sa tête. « Tu as fait ta part, Rex. Maintenant, c'est à moi. » Puis elle se redressa et sortit. L'entrepôt, perdu au milieu d'une zone industrielle, baignait dans une lumière jaune blafarde. Des rats détalaient dans l'ombre, et le bitume craquait sous les pas. Lydia était accroupie derrière un container, ses yeux rivés sur la porte arrière de l'entrepôt. À son oreille, la voix d'agent Collins résonnait. 6 signatures thermiques, 2 adultes, 4 enfants. On entre à votre signal. Elle serra son arme dans sa main, son cœur battant la chamade. C'était ici. Chen avait réussi à disparaître à l'hôpital. Et il avait pris soin de ne laisser aucun témoin derrière lui, sauf Emily et Rex. Elle murmura dans son micro. « À mon signal, on attend qu'il s'éloigne des enfants. » Mais un bruit la fit tourner la tête. Dans la nuit noire, une silhouette fila vers la porte. Lydia fronça les sourcils. Il n'y avait pas de vent et pourtant elle sentit quelque chose, une odeur ou un pressentiment. Rex n'était pas là, mais elle sentait sa présence, comme s'il lui avait transmis sa propre vigilance. Son instinct lui hurlait qu'il fallait agir. Maintenant, elle murmura « On y va ». Les agents se déployèrent comme une vague sombre et silencieuse. La porte vola sous l'impact. À l'intérieur, la lumière rouge d'urgence éclairait la scène. Chen se tenait contre un mur, un pistolet à la main, des enfants recroquevillés dans un coin derrière une cage grillagée. Quand il vit Lydia, il esquissa un sourire froid. « Je savais que vous viendriez. » Elle visa sans trembler. « Lâchez l'arme. Maintenant. » Mais il fit un pas vers la cage, son arme levée, et elle sut qu'il préférait détruire ce qu'il ne pouvait garder. Dans la fraction de seconde où il tourna la tête vers les enfants, Lydia tira. La détonation résonna dans l'entrepôt. Chen s'effondra, son arme glissant sur le béton. Les agents se précipitèrent. Lydia se précipita vers la cage. La serrure céda sous la pince d'un agent, et les enfants sortirent, tremblants. 2 petits garçons se blottirent l'un contre l'autre. Une adolescente, plus grande, se tenait devant eux, ses yeux fixés sur Lydia avec une intensité qui la troubla. Elle ouvrit la bouche. « Madison ?» La jeune fille fronça les sourcils, comme si elle tentait de se souvenir. Et puis lentement, elle murmura « Maman ?» Le monde s'effondra sous Lydia et se reconstruisit tout à la fois. Lydia resta figée, le souffle court, incapable de détourner les yeux de la jeune fille qui la regardait. Ses traits avaient changé, affinés, marqués par des années qu'on lui avait volées. Mais ces yeux-là, elle les aurait reconnus entre mille. Madison, sa Madison. La voix de l'adolescente trembla légèrement. « C'est vraiment toi ?» Lydia laissa tomber son arme, ses mains tremblantes se tendant vers elle. « Oui, oui ma chérie, c'est moi. » Madison fit un pas hésitant, puis un autre. Enfin, elle se jeta dans ses bras, ses sanglots étouffés contre l'épaule de sa mère. Lydia la serra si fort qu'elle en avait mal aux côtes, ses propres larmes noyant ses joues. 15 ans d'absence s'effondraient d'un coup, tout ce vide dans son cœur comblé en un instant. « Je croyais que t'étais morte », murmura Madison entre 2 sanglots. Lydia lui caressa les cheveux.
C'est ce qu'il voulait te faire croire. Mais je t'ai cherché tous les jours. Tous les jours. » Elle déposa un baiser sur sa tempe, incapable de la lâcher. Colin s'approcha discrètement. « Officière Parker, nous devons sortir d'ici. La zone n'est pas sécurisée. » Lydia hocha la tête, mais ne lâcha pas la main de sa fille. Madison glissa un regard inquiet vers les petits garçons qui tremblaient derrière elle. « On ne peut pas les laisser, » murmura-t-elle. Lydia la fixa un instant, reconnaissant dans sa voix la même détermination qu'elle avait toujours eue enfant. « On ne laissera personne derrière, » promit-elle. Les agents escortèrent les enfants à l'extérieur. Madison ne lâchait pas la main de Lydia, comme si la moindre distance entre elles risquait de les séparer à nouveau. À l'extérieur, dans la lumière blafarde des projecteurs, des ambulanciers les prirent en charge. Les garçons furent enveloppés dans des couvertures et chargés dans une ambulance. Madison, elle, refusa de monter tant qu'elle n'avait pas la garantie que Lydia viendrait avec elle. Elles s'installèrent côte à côte à l'arrière de l'ambulance. Lydia posa sa main sur celle de Madison et la sentit frémir légèrement. Sa fille baissa les yeux. « J'ai essayé de ne pas oublier. Je me répétais ton visage tous les soirs. Mais au bout d'un moment, La voix se brisa. « Je croyais que tu ne viendrais jamais. » Lydia lui serra la main encore plus fort. « Et moi, je n'ai jamais arrêté, même quand tout le monde disait que tu étais partie, même quand ils ont dit que j'étais folle. Rex, c'est lui qui t'a retrouvé. Il n'a jamais abandonné. » Le nom du chien fit relever la tête de Madison. « Il est encore là ? Il se bat, » dit Lydia doucement. « Comme toi, comme moi. » Madison ferma les yeux, laissant une larme rouler sur sa joue. À l'hôpital vétérinaire, le docteur Garrison les attendait. À peine sortie de l'ambulance, Lydia entraîna Madison avec elle vers la salle de soins. Quand elles entrèrent, Rex reposait toujours, branché à des perfusions, son souffle lent et régulier. Mais ses oreilles se dressèrent d'eau faiblement à leur arrivée, et sa queue fit un petit mouvement. Madison s'agenouilla, la main tremblante, et posa ses doigts sur sa tête. « Salut, vieux héros » murmura-t-elle. « Merci de m'avoir ramené à la maison. » Rex ferma les yeux quelques secondes, et sa queue bougea encore une fois, comme pour lui dire qu'il avait entendu. En sortant de la pièce, Lydia retrouva Howard visiblement soulagé en la voyant avec Madison, mais son expression était sombre. « On a fini d'analyser les données récupérées sur l'ordinateur de Lawrence » annonça-t-il. Lydia sentit un frisson la parcourir. « Et » Howard déglutit. « Ce réseau est bien plus vaste qu'on le croyait. On parle de centaines d'enfants déplacés à travers le pays, voire au-delà. » Lydia ferma les yeux un instant. Elle sentit la main de Madison se glisser dans la sienne, et elle sut qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. « Il reste encore des enfants à retrouver » murmura-t-elle. Howard hocha la tête. « Oui, et Lawrence veut négocier. Elle promet de tout révéler, mais elle a ses conditions. » Lydia le fixa d'un regard glacé. « Je m'en fiche de ses conditions. On la fera parler. » Howard soupira. « Elle veut que tu acceptes de ne jamais entrer en contact avec Rachel Whitmore. Elle veut que ta fille reste avec ses parents adoptifs. Et elle exige l'immunité pour ces familles, qui ont payé pour ses enfants. » Lydia sentit sa colère monter, brûlante. Mais elle baissa les yeux vers Madison qui la regardait en silence, la peur mêlée à l'espoir dans son regard. Et elle sut qu'elle ferait tout pour lui rendre sa liberté. Tout. Même si ça voulait dire plonger encore plus profondément dans l'horreur. La salle d'interrogatoire était plus glaciale que dans son souvenir. Lydia s'y tenait droite, les mains croisées dans son dos, tentant de dissimuler la tempête qui la secouait intérieurement. Margaret Lawrence, elle, paraissait parfaitement à l'aise, assise dans son tailleur gris-perle, son éternelle broche émeraude épinglée à sa veste. Elle lui adressa même un léger sourire, comme à une vieille amie venue lui rendre visite. « Je savais que vous reviendriez, dit-elle doucement. C'est dans votre nature. Vous êtes incapable de rester à l'écart quand des enfants souffrent. » Lydia s'assit lentement en face d'elle, son regard dur planté dans celui de la psychologue. « J'ai vu Madison, lança-t-elle sans préambule. Elle crut déceler, juste une fraction de seconde, une ombre dans le regard de Margaret. « Et » demanda-t-elle avec un calme fin. « Elle a été brisée, vous l'avez volée, manipulée, comme vous l'avez fait pour des centaines d'autres. » Margaret croisa ses doigts délicats sur la table. Elle a eu une vie meilleure, une éducation prestigieuse, des parents aimants. Voulez-vous lui retirer ça ? Lydia serra la mâchoire. « Je veux lui rendre ce qu'on lui a pris. » Margaret eut un sourire triste. « Vous ne comprenez toujours pas. La plupart de ses parents biologiques que vous prétendez défendre n'étaient pas capables d'offrir quoi que ce soit à leurs enfants. Certains les battaient,
D'autres les laissaient sans rien. Moi, je leur ai offert un avenir. Je ne faisais que réparer les défaillances d'un système qui ferme les yeux. Lydia se pencha en avant, la voix basse mais tranchante. Vous avez enfermé des bébés dans des valises. Vous les avez drogués. Vous les avez vendus comme du bétail. Ne me parlez pas d'avenir. Margaret soutint son regard sans faillir. Vous êtes en colère parce que vous menez votre combat sur des principes. Moi, je le mène sur des résultats. Et croyez-moi, le monde n'a jamais récompensé les principes. Howard, assis derrière la vitre sans teint, donna un léger signal à Lydia. Elle comprit aussitôt, il fallait qu'elle obtienne des noms, des adresses, tout ce qu'elle pouvait. Elle inspira profondément. Très bien, jouons franc jeu. Vous voulez protéger les familles adoptives? Très bien, je ne les toucherai pas. Mais vous me donnez tout le reste, chaque enfant encore en transit, chaque employé, chaque planque, maintenant. Margaret resta silencieuse quelques secondes, puis elle se pencha légèrement vers Lydia, ses yeux étincelants d'une froide satisfaction. Si je vous donne tout, vous me promettez qu'elle restera Rachel Whitmore, qu'elle ne saura jamais que vous êtes encore vivante. Lydia sentit sa gorge se nouer. Madison, Rachel, sa fille, qui croyait avoir tourné la page, qui pensait avoir pleuré sa mère. Margaret lisait en elle comme dans un livre. « C'est la seule condition », murmura la psychologue. « Vous sauverez tous les autres, mais elle, vous la laisserez vivre sa vie comme elle l'a reconstruite. » Un silence pesant s'installa. Lydia baissa les yeux sur la table. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. Puis, elle releva la tête, ses yeux pleins d'acier. « Donnez-moi les noms !» Margaret eut un petit sourire. Sage décision. Ce qui suivit la glaça jusqu'à l'os. Margaret énonça des prénoms, des adresses, des schémas d'organisation, des horaires de transfert. Elle décrivit un réseau d'une précision machiavélique, quadrillant le pays comme une toile d'araignée, utilisant des hôtels bon marché, des complicités dans des aéroports secondaires, des sociétés de transport sous couvert. Chaque détail sortait de sa bouche avec une froide efficacité. Et plus elle parlait, plus Lydia sentait la nausée la gagner. Quand Margaret eut terminé, elle la fixa, presque bienveillante. Maintenant, ramenez-les tous chez eux. Vous, au moins, savez ce que cela veut dire. Lydia quitta la pièce sans un mot, son dossier sous le bras. Howard la suivit dans le couloir. « On peut lancer les interventions cette nuit? Tu as ce qu'il faut ?» Lydia hocha la tête. « Tout !» Howard lui lança un regard hésitant. « Et pour Madison ?» Lydia s'arrêta, le regard perdu dans le vide. Après un long silence, elle murmura, presque pour elle-même, « On verra. » Dans le parking, elle s'appuya contre sa voiture, la tête levée vers le ciel. Son téléphone vibra. C'était Madison. Elle avait insisté pour avoir son numéro avant de partir à l'hôpital avec les autres enfants. Le message disait simplement « Merci de ne pas avoir abandonné ». Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle inspira profondément. Dans quelques heures, d'autres enfants seraient libérés. Mais la guerre n'était pas finie. Elle pensa à Rex, à son courage, à ce qu'il avait sacrifié pour elle, pour eux tous. Elle remonta dans sa voiture, ses mains serrant le volant. Et pour la première fois depuis 15 ans, elle eut l'impression d'avancer. Minuit, dans l'obscurité de la base opérationnelle montée en urgence, une dizaine d'agents fédéraux se pressaient autour d'une grande table couverte de plans et d'écrans. Les adresses données par Margaret Lawrence s'étalaient sous forme de points rouges sur la carte. Dallas, Tulsa, Albuquerque, Memphis, partout des entrepôts, des hôtels miteux, des maisons isolées où des enfants attendaient encore, prisonniers d'un cauchemar. Lydia se tenait au centre de la salle, main sur les hanches, ses yeux balayant chaque détail. Elle sentait la fatigue lui peser, mais elle refusait de s'asseoir. Pas maintenant, pas tant que tout ne serait pas terminé. À ses côtés, Howard donnait ses dernières instructions, la voix ferme. On procède simultanément sur les 6 sites prioritaires. Nous avons des équipes locales en appui et des unités médicales prêtes à réceptionner les victimes. Lydia hocha la tête. Pas d'erreur, pas de retard. Ces enfants ne doivent pas être déplacés une fois de plus. Howard la regarda, un instant plus doux. Tu devrais te reposer. Tu es debout depuis plus de 20 heures. Elle secoua la tête. Je serai la dernière à dormir. Il lui tendit un casque et un gilet pare-balles. Elle le prit sans un mot. Quand elle retourna à l'hôpital vétérinaire pour récupérer quelques affaires, elle passa voir Rex. Il dormait profondément dans sa cage médicalisée, sa respiration encore laborieuse. À son approche, il entr'ouvrit un œil et sa queue bougea légèrement. Lydia s'agenouilla, glissant une main entre les barreaux pour lui caresser la tête. Je sais ce que tu dirais, que je dois finir le travail.
Sa voix se brisa, mais elle se força à sourire. « Alors tiens bon encore un peu. Quand ce sera terminé, je te promets qu'on aura enfin la paix. » Elle se leva, jeta un dernier regard à son partenaire et quitta l'hôpital. Dans le fourgon qui l'emmenait vers le premier site, elle sentit son téléphone vibrer. Un nouveau message. « Sois prudente, M. » Elle resta figée un instant en voyant la signature « Madison ». Ce simple M suffit à raviver toute sa détermination. L'entrepôt de Garland était plongé dans l'obscurité quand ils arrivèrent. Des projecteurs portatifs illuminaient la façade décrépie. À travers les jumelles, Lydia vit 2 silhouettes adultes qui montaient la garde près de la porte. Derrière, une faible lumière brillait à l'intérieur. Un chien jappa quelque part au loin. Elle serra son arme, sentant l'adrénaline la gagner. L'équipe se mit en position. Elle murmura dans sa radio « On y va dans 3, 2, 1 ». Le fracas de la porte enfoncée résonna dans la nuit. La première pièce ne contenait que des cartons empilés. Mais dans une salle plus loin, des cris d'enfants montèrent soudain. Lydia fut la première à franchir le seuil. Ils étaient là, une demi-douzaine d'enfants, terrorisés, recroquevillés sur des matelas posés à même le sol. Les 2 trafiquants avaient déjà été plaqués au sol par les agents. Lydia s'agenouilla devant un petit garçon aux cheveux noirs, les yeux grands ouverts de peur. « Ça va maintenant. On est venu pour vous. Vous êtes en sécurité. » Le gamin éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. Elle le serra fort, sentant toute la rage et la tristesse en elle se transformer en une promesse silencieuse. Un à un, les enfants furent pris en charge par les secouristes. Lydia, elle, resta à l'arrière, vérifiant chaque recoin, chaque cachette, comme si elle craignait d'en oublier un. Elle repensa à Margaret, à ce sourire froid qu'elle avait en énonçant ses réussites. Et elle sut que, quoi qu'il en coûte, elle ne laisserait plus jamais ces monstres blesser un seul autre enfant. Dehors, elle leva les yeux vers le ciel nocturne. Puis elle sortit son téléphone et composa un message. Un autre groupe en sécurité. Je continue. Elle. Quelques secondes plus tard, la réponse arriva. Je suis fière de toi. M. Elle serra l'écran dans sa main. Un mince sourire sur les lèvres. Ce n'était que le début. Mais ce soir, elle avait l'impression d'avoir enfin repris le contrôle. Lydia rentra au petit matin, ses bottes couvertes de poussière et de sang séché. Le dernier entrepôt avait été vidé dans la nuit et plus d'une trentaine d'enfants étaient maintenant en sécurité. Mais à quel prix ? À chaque regard terrorisé, à chaque corps tremblant qu'elle avait sorti de ses cages, elle sentait la rage et la culpabilité grignoter un peu plus son cœur. Elle se rendit directement à l'hôpital vétérinaire. Dans le calme de la salle, elle retrouva Rex, éveillé cette fois, ses yeux fixés sur la porte, comme s'il l'avait attendu toute la nuit. Elle s'agenouilla à son chevet, il leva doucement la tête et fit glisser sa patte sur la sienne. Elle sourit malgré elle. « Tu sais, tu devrais te reposer, mon vieux. Tu l'as mérité plus que moi. » Mais Rex la fixait d'un air étrange, presque impatient, comme s'il voulait lui dire quelque chose. La vétérinaire, Dr. Fields, entra à ce moment-là avec une tablette à la main. « Il récupère mieux que ce qu'on aurait pu espérer, dit-elle. Mais il y a quelque chose que vous devriez voir. » Elle lui tendit la tablette. Sur l'écran s'affichait une image IRM du cerveau de Rex. « Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ? Ses niveaux hormonaux étaient anormaux. » Dr. Fields inspira profondément. Après analyse, il semble que son système limbique ait été modifié par le traumatisme et l'empathie. Son cerveau a appris à reconnaître la détresse humaine d'une manière que nous n'avions jamais observée. Lydia fronça les sourcils. « Vous voulez dire ?» Il sentait littéralement leur peur, leur désespoir. Il n'obéissait pas juste à son entraînement. Il ressentait. Et ça la poussait à ne jamais abandonner. Lydia sentit un poids se loger dans sa gorge. Elle regarda Rex, qui la fixait toujours avec ses yeux pleins de vérité. « Tu as fait ce qu'aucun d'entre nous n'a su faire, » murmura-t-elle. « Tu nous as appris à écouter. » Elle resta là plusieurs minutes, la tête contre son pelage, avant que son téléphone ne vibre encore. C'était un message de Howard. Le FBI veut savoir ce qu'on fait pour la proposition de Lawrence. Ils veulent votre décision d'ici la fin de la journée. Lydia ferma les yeux. Elle sentit la main tremblante de Madison sur la sienne. Dans ses souvenirs, dans ses messages, dans la réalité. Sa fille Adélie était en sécurité. Elle avait grandi sous un autre nom. Mais elle avait le droit de savoir la vérité, non ? Et pourtant, Margaret avait raison sur un point. Lui révéler tout, maintenant, c'était peut-être briser la vie qu'elle s'était reconstruite. Elle leva les yeux vers Rex. Ses paupières étaient lourdes, mais il gardait ce regard obstiné, comme s'il lui disait «
Tu sais ce qu'il faut faire. Tu as toujours su. Elle se leva, inspira profondément et sortit du cabinet. Dans le parking, elle composa le numéro de Howard. « Dites-leur que je signe l'accord, immunité pour les familles adoptives, et je laisse Rachel Whitmore vivre sa vie comme elle l'a choisi. » Howard resta silencieux de l'autre côté avant de répondre « C'est la bonne décision, même si elle est difficile. » Lydia raccrocha sans un mot, puis elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil se levait, doux et doré. Elle sentit la main invisible de Madison dans la sienne, et celle, bien réelle, de Rex qui battait la mesure au rythme lent de sa queue. Elle sourit tristement. « On l'a fait, vieux frère. Tu as gagné. » Mais au fond d'elle, elle sut qu'elle n'en avait pas encore fini. La prison fédérale se dressait au milieu de la plaine comme une forteresse grise. Lydia franchit les contrôles de sécurité sans un mot, son badge autour du cou et son esprit focalisé sur une seule chose, comprendre. Comprendre comment une femme aussi cultivée, aussi apparemment dévouée, avait pu justifier un tel carnage. Elle pénétra dans la salle d'entretien. Margaret Lawrence l'attendait déjà, assise droite sur sa chaise, ses cheveux parfaitement relevés malgré la combinaison orange qu'elle portait. Elle leva les yeux et sourit, presque maternellement. « Ah, Madame Parker, je me disais bien que vous reviendriez. » Lydia s'assit en silence. Les minutes passèrent, ponctuées par le tic-tac de l'horloge. Puis elle murmura enfin « Pourquoi ?» Margaret se pencha, ses mains jointes, sous son menton. « Parce que le monde est injuste. Parce que j'ai vu trop d'enfants mourir en attendant que la justice se décide. Vous n'avez jamais compris, Lydia. Moi, je ne sauvais pas seulement des enfants. Je sauvais des générations entières. » Lydia la fixait, glaciale. « Vous parlez d'eux comme d'un stock, comme d'un cheptel à répartir. » Margaret eut un petit rire amer. « Et que croyez-vous que fait le système ? Que fait la société ?» Lydia secoua la tête. « Ce que vous avez fait était un crime. Peu importe la façon dont vous l'enrobez de bonnes intentions. » Margaret se redressa, le regard perçant. « Et pourtant, vous avez signé l'accord, vous avez accepté que votre propre fille reste Rachel Whitmore. Pourquoi ?» Lydia inspira profondément. « Parce qu'elle mérite la paix, parce qu'elle mérite de choisir ce qu'elle veut savoir, pas d'avoir sa vie encore une fois fracassée par vos mensonges. » Margaret sourit de nouveau. « Alors peut-être qu'une partie de vous me comprend. » Lydia se leva, prête à partir, mais Margaret la retint d'une phrase. « Je vous laisse un dernier cadeau, Lydia. » Elle sortit de la poche de sa combinaison un petit morceau de papier qu'elle glissa sur la table. Dessus, un seul mot, griffonné d'une main élégante. Un nom. Lydia plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Margaret la fixa intensément. « Le prochain. Celui qui m'a remplacé. Celui qui continue le travail sans la conscience que j'avais. Et lui, Lydia, il ne se contente plus de livrer des enfants à de bonnes familles. » Lydia sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle serra le papier dans sa main et sortit sans un mot. Dehors, le vent froid lui fouetta le visage. Dans le parking, elle retrouva Madison qui l'attendait, assise sur le capot de la voiture. La jeune fille la regarda approcher avec un mélange de méfiance et de tendresse. « Tu vas bien ?» demanda Lydia, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Madison haussa les épaules. « Je fais aller. C'est beaucoup à encaisser. » Lydia glissa ses clés dans sa poche. « Je sais, et je ne veux pas t'en demander trop, mais sache que je suis là, et que je ne te laisserai plus jamais tomber. » Madison la dévisagea longuement, ses yeux brillants, puis elle murmura « Je me souviens, un peu, du jardin, du grand chêne derrière la maison, de toi. » Tu riais. Lydia sentit sa gorge se serrer. Elle hocha la tête, incapable de parler. Madison lui tendit timidement la main. Lydia la prit aussitôt. Elles remontèrent en voiture et prirent la route du retour. Rex les attendait à l'hôpital vétérinaire. Dans la cage, il les accueillit d'un léger aboiement et d'un battement de queue. Lydia s'agenouilla près de lui et murmura « On a encore du travail, vieux frère. » Et tandis que Madison posait sa main sur la tête de Rex, Lydia sentit en elle naître une détermination nouvelle. Margaret était peut-être hors jeu, mais il restait quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus dangereux encore. Elle serra le petit papier dans sa main. Le nom qu'elle y avait lu lui brûlait la paume, et elle sut qu'elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Le nom griffonné sur le bout de papier ne cessait de tourner dans la tête de Lydia. Simon Grant.
Elle avait passé la nuit entière à éplucher les bases de données avec Howard, fouillant chaque recoin des systèmes fédéraux. Un nom ordinaire, un dossier sans histoire. Officiellement, Simon Grant était un philanthrope basé à Chicago, patron d'une fondation pour l'enfance défavorisée. Il finançait des orphelinats, des bourses scolaires, apparaissait sur des photos en compagnie d'élus locaux. Un homme respecté, irréprochable. Mais Lydia savait mieux que personne qu'il fallait gratter la surface. Dans son bureau, Howard se pencha au-dessus d'une série de relevés bancaires. Regarde ces transferts. La fondation verse des sommes considérables à des sociétés écrans qui n'existent pas vraiment. Et ces comptes apparaissent dans les mêmes zones où Margaret opérait. Lydia ferma les yeux, sa main posée sur la tête de Rex, venu s'allonger à ses pieds. Il ne lâchait plus jamais Madison d'une semelle, même dans les moments où la jeune fille là préférait rester en retrait, absorbée dans ses pensées. Madison entra d'ailleurs dans le bureau à ce moment précis. Elle portait un sweat à capuche trop grand pour elle et tenait un mug de thé fumant. « Tu devrais faire une pause » souffla-t-elle. Lydia lui lança un regard attendri. « Je ne peux pas » Pas tant que... Elle hésita. Madison s'avança alors et termina sa phrase pour elle doucement. « Pas tant qu'il reste d'autres enfants comme moi. » Lydia la fixa, bouleversée, et Madison eut un faible sourire. « Je sais que tu crois que je suis fragile, mais j'ai envie d'aider, de faire ma part. » Lydia hocha la tête. « Tu es plus forte que tu ne crois. » Ce soir-là, elles prirent un vol pour Chicago. Dans l'avion, Madison resta silencieuse, la tête appuyée contre la vitre. Lydia, elle, n'arrivait pas à fermer l'œil. Chaque minute qui passait la rapprochait de cet homme dont elle ignorait tout, mais qui avait pris la suite de Margaret avec encore plus d'efficacité et de discrétion. À leur arrivée, elles retrouvèrent Howard sur le tarmac. Il avait mobilisé une petite équipe et déjà balisé le périmètre de la résidence de Simon Grant, une luxueuse demeure sur les rives du lac Michigan. Il était là, confirma Howard. Avec lui, d'après les écoutes, au moins 2 complices. Pas d'enfants visibles. Mais on ne sait jamais. Lydia caressa machinalement la tête de Rex, qui, malgré sa faiblesse et sa patte encore bandée, s'était obstiné à les suivre. Il avait refusé de rester à l'hôpital. Et elle n'avait pas eu la force de lui dire non. À la nuit tombée, l'opération fut lancée. L'équipe se déploya silencieusement autour de la villa. À travers une fenêtre, Lydia distingua la silhouette de Grant. Grand, mince, costume impeccable, il paraissait discuter calmement au téléphone comme si de rien n'était. Elle attendit le signal, puis la porte vola en éclats. Les premiers agents plaquèrent les complices au sol tandis que Lydia franchissait la pièce principale. Grant se retourna surpris, mais pas effrayé. Au contraire, il esquissa un sourire froid. « Ah, Lydia Parker, je me demandais quand vous remonteriez jusqu'à moi. » Lydia pointa son arme sur lui. « Les mains où je peux les voir, maintenant. » Il obéit, lentement, presque moqueur. « Vous avez détruit tout ce que j'ai construit. Pourquoi ? Pour les ramener dans leur famille en brisée, pour qu'ils grandissent dans la misère. Margaret avait une vision. Moi, je l'ai rendue parfaite. » Lydia le fit taire d'un ordre sec et le fit passer à l'arrière, menotté. Mais ce n'était pas fini. Une porte verrouillée attira son attention. Elle l'enfonça à coups d'épaule. À l'intérieur, une pièce faiblement éclairée. Et là, une petite fille assise sur un lit de fortune, la peur dans ses yeux. Lydia s'agenouilla aussitôt. « C'est fini, tu es en sécurité maintenant ?» Elle tendit la main. L'enfant hésita, puis se précipita dans ses bras. Quand Lydia ressortit de la maison, la petite toujours dans ses bras, Madison et Rex l'attendaient dehors. Madison la regarda approcher, les yeux pleins d'émotion. Puis elle murmura, plus pour elle-même que pour sa mère, « C'est ça ton métier ? Sauver ceux qu'on a oubliés ?» Lydia la fixa, incapable de répondre. Et pour la première fois, elle sentit que Madison comprenait. Howard la rejoignit, l'air grave. « On a ses serveurs. Si ce qu'il y a dessus est à la hauteur de ce qu'on pense, on risque de découvrir un réseau encore plus grand que tout ce qu'on a vu. » Lydia resserra son étreinte sur la fillette qu'elle venait de sauver. Elle leva les yeux vers Madison et murmura « On n'a pas fini. » Madison hocha la tête. « Alors je reste avec toi, jusqu'au bout. » Et pour la première fois depuis des années, Lydia sentit qu'elle n'était plus seule. 2 mois plus tard, le printemps s'était installé sur Chicago. Les magnolias bordant le parc Grant étaient en fleurs et le ciel avait cette teinte claire et douce des journées de renouveau. Lydia s'avança jusqu'à la petite scène installée pour l'occasion.
Des journalistes, des policiers, des familles s'étaient réunis pour rendre hommage aux victimes retrouvées, aux enquêteurs qui avaient démantelé le réseau et à celui sans qui rien n'aurait été possible. Rex. Dans la foule, Madison se tenait un peu en retrait, ses mains serrant nerveusement le programme de la cérémonie. À ses pieds, Rex, désormais en fauteuil roulant pour chien, attendait calmement, le museau relevé comme pour savourer le moment. Quand Lydia prit la parole, son regard se perdit une seconde sur sa fille. Madison lui répondit par un léger hochement de tête qui suffit à la réconforter. Elle inspira profondément. Il y a des héros qui portent des insignes et des uniformes. Et puis il y a ceux qui n'ont jamais eu besoin de mots pour nous rappeler ce qui compte. Elle baissa les yeux vers Rex. Pendant des années, mon partenaire m'a appris à écouter ce que les autres ignoraient. Il m'a montré que même brisé, même fatigué, on peut encore sauver une vie. Un murmure parcourut la foule, des larmes, des applaudissements. Elle se pencha pour fixer la médaille sur le harnais de Rex. Pour tous ceux que tu as ramenés à la maison, pour chaque enfant qui peut dormir tranquille ce soir grâce à toi, merci. Rex se battit faiblement de la queue. Madison se laissa glisser à genoux à côté de lui et posa sa main sur sa tête. Elle murmura quelque chose que Lydia ne comprit pas, mais vit la tendresse dans son regard. À la fin de la cérémonie, les gens vinrent un à un saluer Lydia et Madison. Certaines des familles des enfants sauvés se mêlèrent aux invités, des parents en larmes serrant leurs petits contre eux. Lydia vit la petite fille telle qu'elle avait sorti de la cave de Simon Grant. Elle courut vers elle en criant « Madame Lydia !» avant de se réfugier dans ses bras. Lydia la serra fort, la gorge serrée. Howard s'approcha ensuite. « On a fini d'exploiter les serveurs, dit-il à voix basse. Plus de 150 enfants identifiés, certains déjà replacés. On va les retrouver. » Lydia hocha la tête, le cœur lourd, mais la détermination intacte. Plus tard, alors que le soleil commençait à décliner sur le parc, elle et Madison se retrouvèrent seules, assises sur un banc, avec Rex entre elles. « Tu as l'air fatiguée, » fit remarquer Madison doucement. Lydia sourit faiblement. « Je le suis, mais je crois que... je ne me suis jamais sentie aussi vivante. » Madison garda le silence, puis tourna la tête vers elle. Ses yeux étaient plus clairs, plus confiants. « Je me souviens de toi, de plus en plus, des histoires que tu me racontais, de la balançoire, de ton rire. » Lydia sentit une larme rouler sur sa joue. « Je n'ai jamais arrêté de chercher, pas une seule seconde. » Madison glissa sa main dans la sienne. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Lydia laissa son regard dériver vers l'horizon, puis vers Rex qui dormait tranquillement. « Maintenant, on rentre, on reconstruit, et on continue à chercher pour ce qui reste. » Madison acquiesça. « Alors je serai là ? Je veux aider. » Lydia sourit enfin, un vrai sourire, lumineux et fragile à la fois. « Tu as toujours été comme moi. » Elle passa son bras autour des épaules de sa fille. Et ensemble, elles restèrent là, avec Rex, à regarder le soleil disparaître doucement derrière la ligne des arbres. Ce jour-là, elles comprirent toutes les deux qu'il y avait des blessures qu'on ne refermait jamais vraiment, mais qu'on pouvait les recouvrir d'amour et de courage et continuer à marcher malgré tout. Et à cet instant précis, pour la première fois depuis 15 ans, Lydia Parker se sentit enfin chez elle.